Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la plateforme du webinaire Se financer en temps de crise. Nous sommes en train d'attendre quelques secondes, le temps que un certain nombre de participants se connectent. Nous allons bientôt démarrer. Bonjour pour ceux qui viennent nous rejoindre. Vous êtes bien connectés au webinaire Se financer en temps de crise en Tunisie. Et nous sommes juste en train d'attendre quelques secondes, le temps que un certain nombre de participants se connectent. Très bien, je pense que nous pouvons commencer. Bien, bienvenue à tous sur la plateforme Espace Finance pour un webinaire consacré à l'après-Covid-19, ou plutôt pendant le Covid-19, comment se financer en temps de crise. En tout premier lieu, je vais faire juste une petite mise au point technique pour le bon déroulement du webinaire. Je vais demander, si vous le voulez bien, pour plus d'interactivité, à ce que vous désactiviez le mode plein écran et vous cliquez sur le chat conversation, de sorte à ce que vous puissiez poser vos questions. Et puis, pour que vos questions soient visibles par tout le monde, que tout le monde puisse y avoir accès, il faudrait cliquer sur les conférenciers et les participants. Alors, un autre mot pour introduire l'espace Finance TPME, c'est une initiative lancée dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et l'Allemagne. C'est un programme d'appui à la très petite et moyenne entreprise qui a comme ambition, à travers cet espace, de mettre à la disposition des personnes intéressées de l'information, des outils de gestion financière qui permettent aux entreprises de prendre des décisions financières appropriées, surtout en cette période de crise, et de créer un espace aussi d'échange entre les différents partenaires de l'entreprise sur les questions financières. Alors la crise, justement, nous en parlons, elle est là, nous l'affrontons tous, nous la subissons quelque part, elle est là avec une ampleur encore incertaine, et elle pose un certain nombre de questions à l'entreprise, et des défis non pas des moindres, et les questions qu'elle pose sont du type quelles mesures de quelles mesures peut-on profiter pour faire face à la crise, comment s'informer sur ces mesures, comment faire son autodiagnostic, évaluer l'impact de la crise sur son activité quand on est une entreprise, comment estimer son besoin de financement, comment trouver des financements une fois qu'on a estimé son besoin de financement. Et donc, nous avons tout un tas de questions auxquelles nous allons tenter de répondre autant que faire se peut à travers ce webinaire. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts. En la personne de M. Miho Brezgui, expert comptable, et Siab Samad Zriouil, qui est expert en financement des TPE et PME. Messieurs, bonjour. Alors, en tout premier lieu, peut-être il y a lieu de faire un rappel, parce qu'aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place en Tunisie au profit des entreprises, qui leur permettent d'accéder à un certain nombre de mesures de soutien, nécessite un préalable qui est une inscription, je crois, à une plateforme. Et je vais donner la parole à Simio Brezgui pour nous en parler. Simio, va vous la parole. Merci, c'est Hicham. Donc, pour bénéficier du soutien financier, il y a un préalable qui a été décrété par le décret 308/2020 et l'enregistrement sur une plateforme liée entreprise.finance.gouv.tr. Bien entendu, ça permet de l'entreprise d'accéder à des conditions pour le refinancement ou le rééchelonnement, il y a des conditions avantageuses sur le budget prévu par l'État, qui est milliard ou 500 millions de dinars. L'inscription, au fait, elle est donc destinée aux entreprises qui ont une définition le décret 308, donc une entreprise sinistrée, ما هيش en arrêt d'activité في آخر février 2020. Le chiffre d'affaires du mois de mars 2020, il a chuté par rapport à mars 2019 à 25%.
le chiffre d'affaires dans le mois d'avril, le chiffre d'affaires dans le mois d'avril, il a chuté de plus de 40% par rapport à l'année 2019. L'entreprise a une entreprise en difficulté économique au sens de la loi de 2016, où il maintient, donc l'entreprise elle maintient les postes d'emploi, sauf pour ceux qui ont le fin de contrat, bien entendu, qu'on a les déclarations fiscales à jour. Donc, هذوما les conditions d'inscription sur la plateforme باش تنجم تاكسيدي للفينانسمون privilégié. ثم une condition اللي هي ماهيش مذكوره في الديكري 308 اللي هو le rapport spécial du commissaire aux comptes والا d'un expert comptable ou d'un comptable agréé en cas où la société ما عندهاش un commissaire aux comptes selon un format bien déterminé, donc يعرفوه les professionnels. Donc اي واحد باش يحب يقيد على البلاتفورم هذه بعد ما يقيد il doit quand même donc donner son rapport اللي هو في وخر الدليل نتاعو ولا حتىش le 15 juillet. Merci Siméon. Donc là, ce sont des préalables indispensables pour pouvoir bénéficier des mesures. Alors, une fois qu'on s'est inscrit sur cette plateforme, quelles sont justement ces mesures auxquelles on peut avoir accès quand on est une entreprise sinistrée? Voilà, donc en dehors des dispositions qui ont attrait à la fiscalité et au caractère social, donc aux aspects sociaux de la société, sur le plan financier, donc la circulaire de la Banque centrale 12-2020, donc elle accorde les entreprises Hadouma un crédit mobilisé, donc destiné à financer le besoin en fonds de roulement lié à de façon générale. Normalement, la banque elle finance l'investissement moyennant des garanties réelles. Donc, dans le cas les banques sont autorisées à financer le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est un crédit qui sera accordé jusqu'à le décembre 2020, donc sans limitation de montant. Durée de remboursement, c'est une durée de 7 ans avec 2 années de grâce. يعني حتى كان تمشي تنيغوسي مع البنك نتاعها l'entreprise, elle ne peut pas arracher de conditions meilleures que celle-ci. ما ثماش une garantie spécifique exigée vu que l'État a exigé que le montant de le crédit هذا يكون donc assorti d'une garantie Sotugar et اللي باش تضمن فيه jusqu'à concurrence de 90% du montant du crédit alloué. Bien entendu, le montage ici en fonction de la situation du client ou le taux اللي هو donc taux d'intérêt limité à TMM plus 1,75 pour le parti اللي هي donc éligible للفond SAR تاع السوتيغار اللي هو il garantit donc ce genre de crédit. Bien entendu, les entreprises حتى اللي ما قيدوش في البلاتفورم, les banques et dans leur majorité, ils ont réservé des montants assez conséquents donc pour aider leur clientèle donc في cette période de crise هذه. Mais normalement, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages donc ils vont être peut-être soumis à l'obligation de donner des garanties réelles et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est cher. Il y a aussi une autre mesure, donc, ou d'autres mesures qui ont été donc décrétées par le gouvernement de la Banque centrale, هو report على les échéances des crédits اللي هما des crédits professionnels. كلهم مخروم حتى لسبتمبر, donc ثم 6 mois d'échéance qui ont été reportés. Bien entendu, زادت صارت إعادة جدولة الديون, donc les crédits de rééchelonnement pour les PME dont je viens de parler, اللي هو الفond destiné اللي هو $1,500 million. من الأول عملوا 300 مليون دينار, زادوا عليهم 700, بعد زادوا عليهم 500 destiné au secteur de l'hôtellerie, ils les ont regroupés كلهم dans le cadre d'un seul montant اللي هو 1500 مليار, 500 منهم destiné au secteur de l'hôtellerie ou le tourisme. Le fonds de garantie Sotugar, donc il a pris en charge من 70 حتى 90% garantie pour faciliter l'accès à ce genre de crédit, surtout que ce crédit ne va pas financer des investissements, il va financer l'exploitation, donc il sera distribué donc, sous forme peut-être de salaire, paiement fournisseur, paiement CNSS et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Merci Siméon. Donc à ce stade, je pense que l'on peut prendre quelques questions. Moi, j'ai déjà une question
toutes bien précises. On a parlé d'une plateforme d'inscription comme un prérequis pour bénéficier des mesures, qui était assortie d'une date limite, qui était celle du 14 juin. Est-ce qu'aujourd'hui, il est trop tard pour s'inscrire sur cette plateforme? Euh, Merci pour cette question. Au fait, le décret qui prévoit l'inscription, le décret 308 qui prévoit l'inscription sur une plateforme, donc à partir de l'apparition de ce décret, il n'y avait pas de plateforme. Ça a pris peut-être une semaine, 10 jours, ma fameuse plateforme, et tout le monde cherchait où s'inscrire. Juste après, donc, la plateforme, ça a commencé à fonctionner, mais difficilement. Donc, à chaque fois, donc, pour enregistrer votre entreprise, tu n'arrives pas donc, à t'enregistrer. Et la preuve en est, donc, صار ثم شركات سجلوا 3 4 مرات خاطر ما يجيوش ان اكيوزي ما في بالوش بروحه اللي هو سجل ويعاود يسجل مره واحده اخرى. Donc, il y avait 27 000 entreprises enregistrées, alors que le nombre d'entreprises, 12 000 barques, tellement la plateforme a mal fonctionné. Donc, j'ai 15 يوم. Il y a beaucoup de réclamations actuellement. Apparemment, il y a une pression aussi les députés pour réouvrir cette plateforme parce que sauver 12 000 entreprises, même 400 000, c'est trop peu, surtout pour faire bénéficier de tout ce qui est report d'échéance fiscale. Il ne c'est pas la peine, mais au moins, il peut bénéficier de tout ce qui est donc report d'échéance ou tout ce qui est donc paiement des déclarations et tout ça. Donc, apparemment, Machine fait sens que cette plateforme-là, peut-être, elle va réouvrir bientôt. Donc, peut-être dans une semaine, ils vont la réouvrir. Les gens ont été donc pris donc très rapide et ils n'ont pas pu s'organiser pour s'inscrire. Alors, donc on pourrait conseiller, en tout cas, en restant prudent, aux entrepreneurs intéressés de surveiller le site du ministère des Finances pour une probable réouverture de la plateforme d'ici quelques jours peut-être. Oui, ça fera l'objet, normalement, ça fera l'objet d'une information, une chose pareille, parce que l'objectif, ce n'est pas de prendre donc par surprise le chef d'entreprise, mais de sauver l'entreprise réellement. Donc, certainement, il y aura une information qui va passer aux entreprises pour s'inscrire de nouveau. Hein. Très bien. Alors, une question pour les entreprises qui ne parviendraient pas à s'y inscrire. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Sur le plan financement, pratiquement toutes les banques ont consacré une enveloppe d'argent pour soutenir leur entreprise au cas par cas. Donc, le banquier connaît quand même son client et du coup, s'il a besoin d'argent, donc il doit consulter son agence et s'organiser pour qu'il puisse éventuellement prêter, mais pas aux conditions prévues par le décret 308, donc avec un TMM plus 1,75, avec des conditions privilégiées, mais quand même, il peut avoir un financement. Hein. Et on a beaucoup de clients qui ont contacté leur banque et qui ont trouvé des solutions en dehors de ce contexte-là. Parce que réellement, jusque-là, les banquiers n'ont pas encore commencé à accorder des crédits sur la base de ce texte. Hein. Donc, ils sont en train de rallonger leurs clients dans le cadre d'un accord donc, mutuel qui n'est pas le décret 308. D'accord. Alors, peut-être qu'on prendra une dernière question des participants. Quel est le rôle du fonds de garantie? Alors, si tu permets, le fonds de garantie, c'est un fonds qui est mis en place par l'État, en l'occurrence un organisme étatique qui est la Sotugar. Il est fait pour garantir donc les entreprises, les crédits que prennent l'entrepreneur auprès de leur banque. Donc, ce n'est pas un fonds qui donne de l'argent directement à l'entreprise, mais il est garant donc, du crédit qui a été souscrit par l'entreprise auprès de la banque. Bien sûr, il y a des conditions, Miro en a parlé tout à l'heure, il y a aussi des conditions de taux, de frais et tout ça qui sont vraiment très intéressants pour accéder, donc pour améliorer l'accès de l'entreprise au crédit. Donc finalement, ça se limite à ça. Très bien. Merci, Samad. Vous avez la parole. Vous pouvez la garder parce que je vais vous demander à ce stade
maintenant qu'on a vu quel était le préalable nécessaire pour bénéficier des mesures qui ont été adoptées par les autorités en financement des entreprises, qu'on a vu quelles étaient ces mesures de financement, donc on a vu un peu ce qu'a fait l'État pour les entreprises. On peut se poser la question des banques. Qu'ont fait les banques de leur côté pour opérationnaliser ces mesures et voilà, donner l'accès aux entreprises à ces financements? Bon, de manière générale, le meilleur partenaire financier de l'entreprise, c'est le banquier. Donc, je dirais qu'en cette période de crise, les banques, de manière générale, et les institutions financières se sont inscrites effectivement pour alléger l'effet de la crise sur leur clientèle, surtout leurs partenaires entreprises, entrepreneurs, de manière générale. Donc, pour cela, il a fallu donc communiquer avec les entreprises clientes, avec les entrepreneurs de manière générale. Ils ont dédié donc tous les moyens de communication qu'ils ont, digitaux normalement, les centres d'appel, les centres de relations clientèle, les agences, donc pour faciliter cette communication. Parce qu'il a fallu donc donner de l'information, il a fallu recueillir en même temps des demandes, qu'elles soient spécifiques ou générales, ou bien qui s'inscrivent dans la continuité de la relation avec le client. Mais de toute façon, les banques ont pris de manière sérieuse ceci. On va voir tout à l'heure, est-ce que ça a été fait, cette volonté, est-ce qu'elle a été effective ou pas. Mais ensuite, comme je disais, et sont inscrites dans les mécanismes qui ont été mis en place par les institutionnels, mais en même temps pour alléger l'effet de la crise. L'effet de la crise, l'allègement de cet effet, il passe par, effectivement, soit rallonger ou bien reporter des échéances qui étaient dues par l'entreprise, soit restructurer parce que la capacité de remboursement des entreprises a été amoindrie donc par l'effet de la crise. On verra tout à l'heure de quelle manière elle a été impactée. Et puis, peut-être même drainer encore de nouveaux fonds, des crédits nouveaux à l'entreprise pour sa trésorerie, pour faire face aux charges courantes et à l'arrêt, au décalage donc des flux de trésorerie. Donc, finalement, les trois éléments ont été réactivés ou bien rendus effectifs par le biais donc des mécanismes, par exemple la SOTUGAR, qui a été mise en place pour faciliter, s'il te plaît, on en parlait tout à l'heure, cet accès pour rendre le coût du crédit amoindri, pour rendre les mécanismes rapides parce qu'il y a un contrôle d'éligibilité qui est donné par le ministère des Finances. Donc, ça facilite pour la banque, effectivement, de répondre rapidement à ces demandes clientèle. Mais là, sur le terrain, ou bien de manière pratique, les choses ne se passent pas ou bien ne se sont pas passées de manière aussi bonne qu'on voudrait l'être, parce qu'il y a eu des problèmes, parce que la crise elle est venue de manière soudaine. Même les banques donc, ont été chamboulées dans leur travail, il a fallu chambouler leur process, il a fallu donc pour répondre, par exemple, pour réduire les délais de réponse au crédit aux clients, il a fallu réduire donc les délais donc de traitement, il a fallu donc centraliser, il a fallu réduire un peu les process, tout ça, ça n'a pas été facile à mettre en place. Ça s'est traduit en réalité par des entrepreneurs qui, jusqu'à maintenant, 2-3 mois après, n'ont pas encore eu réponse à leurs demandes. Il y a eu des reports d'échéances qui n'ont pas été faits, donc pas mal d'éléments qui sont à améliorer par la suite. Maintenant, il y a un enjeu qui est vraiment important parce que les banques, comme je vous ai dit, c'est un partenaire financier, partenaire important de l'entreprise. Et comme a dit Mio tout à l'heure, parce qu'on voit bien clairement que le mécanisme de la SOTUGAR, qui de par la limitation des dates d'inscription, il va être un peu limité donc pour intégrer le maximum d'entreprises. Du coup, la banque devient le véritable partenaire privilégié. Et ceci dans un cadre logique, dans un cadre de relation normale entre l'entreprise et le banquier. Ce qui fait
il faut que les banques, effectivement, assouplissent un peu, si tu veux, les normes, assouplissent un peu les conditions, assouplissent même la prise de garantie. Donc, autant que faire se peut, étudier le risque de manière à prendre en considération l'impact de la crise, donc pour effectivement rendre effectives non seulement les mécanismes qui ont été mis en place, mais surtout la volonté de partenariat avec l'entreprise de dépasser ce cap de crise. De manière vraiment, parce que l'entreprise doit sortir de manière, c'est-à-dire doit sortir assez forte, parce que la période suivante, c'est une période qui s'annonce de relance obligatoire, mais de relance très difficile à laquelle il faut en même temps se préparer, mais en même temps avoir un bon partenaire financier. Très bien. Merci. Donc, je comprends, vous faites des vœux concernant l'assouplissement par les banques des conditions, l'adaptation de leurs procédures, mais en comprenant que ces éléments-là ne sont pas effectifs aujourd'hui et que les banques ont encore besoin d'assouplir leur démarche, de raccourcir leurs procédures et simplifier pour augmenter la célérité de leur réponse aux sollicitations des entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs, justement, nous avons vu maintenant comment les banques se préparaient, nous avons vu quelles étaient les mesures qui avaient été promulguées par les autorités, mais les entrepreneurs, donc, comment se préparent-ils? Et je vais poser la question à Mihoub. Que doit faire un entrepreneur aujourd'hui pour se préparer justement et être capable de solliciter ces financements? Voilà, donc la première chose pour se préparer, il faut évaluer l'impact de la crise. Donc c'est la première chose à faire. Juste après, donc il faut faire un diagnostic de sa situation financière. Donc تشخيص الوضع المالي حاجة مهمة ياسر باش يعرف بالضبط de quoi il a besoin. Bien entendu, une fois qu'il a estimé, qu'il a compris dans quelle situation il est, de quoi il a besoin, il doit s'informer sur son éligibilité aux différents mécanismes de financement. Donc, rien que sa présence, le binaire AD, rentre dans ce cadre-là, donc s'informer et vérifier son éligibilité aux divers mécanismes. Bien entendu, la dernière étape, c'est de préparer sa demande et de contacter donc, son banque. L'évaluation de l'impact de la crise sur l'activité, bien entendu, elle dépend du secteur d'activité et elle dépend de la dimension de l'entreprise. Par exemple, rien que par exemple, le secteur de la grande distribution, les hypermarchés ont fermé leurs portes durant toute la période du confinement, alors que les petits commerçants, donc, ils ont bien bossé et ils ont trouvé un chiffre d'affaires donc boosté. Peut-être il a passé du simple au double, voire même au triple. Donc, il y a ceux qui ont donc eu un arrêt total d'activité. Ça m'a أثرت فيهم شوية. Donc, la crise, mais quand même, ils ont maintenu une petite activité. فما شكون أثرت فيهم برشا وفما شكون ils ont profité carrément, donc ils ont vu leur chiffre d'affaires doubler ou des fois tripler carrément. Donc نحكيو على gel hydroalcoolique, نحكيو على les produits désinfectants, et il y a des sociétés, j'étais surpris de voir le chiffre d'affaires de combien il a grimpé durant le mois de mars et d'avril, hein. Donc c'était inattendu pratiquement. Ils ont fait le chiffre d'affaires d'un semestre de l'année dernière, hein, sur 2 mois. Donc c'est un chiffre d'affaires x3, c'est extraordinaire. L'impact donc pendant la crise, il va donner donc une vision. Donc il faut faire une vision sur les 3 mois à venir pour pouvoir donc faire une petite projection et se préparer à l'étape suivante, le diagnostic et les besoins donc qu'on va voir avec Cheikh Abdessamad. Merci Sino. Donc justement, Cheikh Abdessamad, les autres étapes, d'autres étapes doivent être menées de préparation doivent être menées par l'entrepreneur, et dont le diagnostic, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, parce que faut revenir un peu en arrière. L'entreprise maintenant, elle est en situation
de pré-relance, mais comment il a été impacté? Parce que la crise elle est venue de manière soudaine, comme on a dit tout à l'heure, et de manière inédite. Il y a eu un arrêt, donc ça a chamboulé tous les éléments donc, relatifs à l'entreprise, que ce soit la livraison, la production, la gestion des stocks, l'écoulement, donc le recouvrement des créances clients, la négociation avec les fournisseurs, donc et les fournisseurs ont, par effet donc, de boule de neige, tout le monde avait la pression, tout le monde donc cherchait à avoir ses liquidités pour effectivement faire face à ses charges. Et là, ne parlons même pas des charges donc, courantes, des dépenses, du personnel, de loyer et tout ça. Donc, tout ça, ça a été inédit pour l'entreprise. Et c'était vraiment grave pour certaines entreprises qui connaissaient déjà certaines difficultés de trésorerie ou bien financières avant la crise. Du coup, maintenant, le problème qui se passe, c'est que quand même, il s'est passé 2-3 mois durant cette crise et on est en période de pré-relance. Et beaucoup d'entreprises qui découvrent de manière drastique le niveau des finances ou bien le niveau des liquidités manquantes à l'entreprise. Par exemple, ils comptaient sur des rentrées d'argent auprès de leur clientèle, ils se retrouvent avec des entrées très minimes ou pas du tout. Les fournisseurs, ils sont en train de faire une pression totale sur l'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas survivre eux-mêmes. Donc, on ne peut plus avoir de nouveaux stocks d'approvisionnement pour faire face donc, à la période suivante. Comment faire? Donc, l'entrepreneur est dans une situation où il doit effectivement demander à son partenaire financier soit des reports d'échéance, soit des restructurations, soit de nouveaux crédits. Ou bien même, quand bien même, il peut avoir d'autres associés ou bien des solutions hors partenaire financier. Il doit répondre à la question suivante. De combien ai-je besoin? Comment? C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin, la nature de ce besoin? Et surtout, pourquoi? Et comment je vais relancer? Comment je vais pouvoir, par la suite, dépasser ce cap et avoir une visibilité qui, au moins, va jusqu'à 6 mois, minimum, jusqu'à la fin d'année. Donc, la réponse à ces questions ne peut pas être faite comme ça. Il faut que l'entrepreneur, surtout que maintenant, comme a expliqué tout à l'heure Siméo, c'est que pour vraiment être dans le cadre du mécanisme Sotugar, de manière générale, surtout pour les petites entreprises et qui n'ont pas pris le temps de s'inscrire, donc il y a un problème d'éligibilité, donc il nous reste notre partenaire financier qui est la banque. Donc, et dans un cadre classique, donc dans un cadre de relation d'analyse du crédit classique. Ça veut dire que l'entrepreneur doit se préparer de manière vraiment sérieuse, méticuleuse. Cela passe par un premier diagnostic, le premier diagnostic financier et qui doit nous donner une idée sur la problématique du cash. Ça veut dire au niveau de trésorerie, il faut que je vois tout de suite, sinon c'est déjà fait parce qu'on est quand même à 2 mois du démarrage de la crise, mais maintenant on parle de nos créances clients, c'est-à-dire des flux entrants attendus dans le cadre de notre trésorerie. Sommes-nous sûrs donc de recevoir tous ces fonds? Nos dettes fournisseurs, comment et combien nous pourrons par la suite négocier et comment pouvoir effectivement assurer un partenariat avec nos fournisseurs pour s'approvisionner pour la période suivante, nos dépenses d'exploitation, l'électricité, le loyer, tout ça. Donc, il faut faire un état des lieux, des stocks aussi, parce qu'il y avait des gens qui avaient des stocks périssables et des stocks qui ont été carrément perdus, et l'entreprise avait des engagements. Donc, il faut faire un état des lieux de tout cela pour non seulement voir de combien on a besoin tout de suite pour faire face à cette situation, mais faire un prévisionnel, au moins jusqu'à la fin d'année, sur les 6 mois, pour entrevoir comment je pourrais relancer ma situation. Donc, de quelle trésorerie prévisionnelle ai-je besoin? Comme ça, je pourrais discuter avec mon banquier, avec mon partenaire financier, preuve à l'appui, avec un tableau de trésorerie qui soit prévisionnel et qui soit basé sur des hypothèses tout à fait réalistes, qui prennent en considération les niveaux d'impact dont a parlé Miho tout à l'heure, et
chacun dans son secteur d'activité, chacun dans son métier, chacun dans sa situation. Donc, on peut avoir des éléments pour convaincre notre banquier des éléments du montant dont on a besoin. Et c'est des montants qui seraient avérés parce qu'on sait pertinemment combien nos clients nous doivent, on sait combien nos fournisseurs en doivent à nos fournisseurs, de combien on a besoin pour, par exemple, faire face aux 6 mois à venir en matière de production, en matière de difficultés de marché et en matière donc de chacun dans son niveau, parce qu'on a des gens qui ont des marchés publics, il est très difficile de redémarrer si tu n'as pas en même temps la main-d'œuvre pour ça et en même temps les approvisionnements nécessaires, en même temps les fournitures. Donc tout cela, c'est pas évident à faire redémarrer sans effectivement l'apport d'un bon partenaire financier. D'où il faut convaincre notre partenaire financier de manière vraiment sérieuse. Et là, comme j'ai dit, il faut faire un diagnostic et il faut avoir des outils pratiques. Par exemple, un tableau de trésorerie qui soit très clair et très réaliste en fonction, parce que généralement, l'entrepreneur, quand il veut demander un crédit, quand il fait un prévisionnel de rentrée d'argent pour embellir un peu sa capacité de remboursement futur, il embellit un peu les conditions ou bien les scénarios d'hypothèses futures. Là, ce n'est pas bon du tout parce qu'il faut analyser le montant optimal dont a besoin l'entreprise pour faire face maintenant à la situation et pour dépasser le cap des 6 mois. Donc là, je dirais aussi que dans le cadre de notre espace finance, nous avons des outils qui sont simples d'utilisation et qui sont très pratiques dans ce sens. Un premier outil qui va nous aider dans l'autodiagnostic, parce qu'il nous permet de ne rien oublier donc, dans ce diagnostic par situation, par nature, par moyen, et surtout avoir une idée de quel niveau on a été impacté et quelles sont les mesures qu'on a prises, qu'on a mises en place, de combien on a besoin et surtout, est-ce que je suis prêt de manière pratique pour demander un crédit? C'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà les éléments du dossier de crédit? Est-ce que j'ai préparé, est-ce que mon dossier juridique est à jour? Est-ce que mes papiers ils sont là? Est-ce que je peux, par exemple, prouver, justifier des créances clients, des créances des dettes fournisseurs? Est-ce que je peux… Tout ça, il faut vraiment méticuleusement, de manière sérieuse, le préparer. Donc, et nous avons aussi donc, un autre outil qui est le tableau de trésorerie qui nous permet, avec un outil très simple, qu'on peut télécharger d'ailleurs sous format Excel, et c'est un outil qui peut nous permettre de faire toutes les simulations possibles en fonction des hypothèses dont j'ai parlé tout à l'heure et qui doivent être réalistes, collées à la réalité de l'entreprise, de son entourage et surtout de son environnement. Donc, cela va nous permettre effectivement de bien communiquer avec notre partenaire financier, avec notre banquier. Et par la suite, bien sûr, il faut se préparer pour demander un crédit. La préparation pour demander un crédit passe, comme j'ai dit tout à l'heure, par convaincre le partenaire financier. On a des éléments chiffrés. Je ne vais pas en reparler parce qu'on a parlé donc des plans de trésorerie, des états financiers et tout ça. Donc l'entreprise, normalement, elle doit l'avoir. Et il y a des éléments d'ordre qualitatif qui sont le business model de l'entreprise, la viabilité de ce business model, la viabilité donc de l'entreprise en elle-même. Quand bien même elle serait une petite entreprise, elle peut convaincre donc son partenaire financier à travers ces éléments-là. Et puis, bien sûr, il y a l'élément important qui est il faut négocier avec son banquier. Nous avons vu que maintenant, il y a pas mal de gens, ou bien pas mal d'entreprises, notamment les très petites, je ne dirais pas elles seraient exclues de ce mécanisme Sotugard, mais elles seraient mises à rude épreuve par le partenaire financier pour pouvoir prouver et l'impact de la crise, prouver et la viabilité, prouver par exemple on n'était pas en situation difficile avant la crise, donc il faut parler de sa force et de sa santé d'avant la crise et comment on prévoit de sortir de cette crise, quels sont les moyens à mettre en œuvre. Et donc, il s'agit bel et bien d'une négociation et il faut que l'entrepreneur
mette en exergue tous ces points forts et qu'il fasse ressortir ces points de vigilance, ces points de risque, c'est pas grave, mais surtout expliquer comment il compte dépasser ces points de risque. Et tout cela en toute transparence et en toute cohérence, parce que le banquier, par la suite, quand il fait une analyse de risque, la première des choses qu'il analyse, c'est la cohérence. C'est-à-dire quand tu as des entrées-sorties qui sont en cohérence avec tes capacités de production, avec tes créances clients, avec tes délais fournisseurs, tout ça. Donc, ça doit être vraiment une certaine cohérence. C'est ça les mots que je dirais qui sont importants. Donc, pour récapituler un peu le schéma global, si tu permets, Hicham, passe à la slide suivante. Il faut donc définir le besoin de trésorerie, c'est très important, avoir un montant et avoir une nature de crédit, parce que par exemple, est-ce qu'on a besoin de financer un stock ou bien de juste une facilité de caisse ou bien juste pour payer quelques charges, préparer ce document de manière simple et pratique, remplir par exemple s'il y a des formulaires en ligne, parce qu'on a dit tout à l'heure que les banques ont mis pas mal de formulaires, de questionnaires en ligne et qu'il faut remplir de manière méticuleuse, se faire accompagner, se faire aider par son conseil, bien par son comptable, par son cabinet comptable, si l'entreprise en a un, c'est très important, et se préparer à la négociation. Comment? Il faut parler de son activité et connaître vraiment quelle était sa force, sa santé avant la crise, durant la crise et après la crise, comment on compte dépasser, quels sont les éléments qu'on a mis en place pour dépasser ça. Et quand on est vraiment cohérent et transparent, le partenaire financier, il est dans son intérêt aussi de sauver l'entreprise parce qu'il y a un contrat gagnant-gagnant qui s'établit de manière dans la durée entre l'entreprise et son banquier. Et c'est pour ça qu'on dit ce sont des partenaires. Et je sais que l'entrepreneur, de par sa nature, c'est un battant. Donc l'entrepreneur, c'est pas qui va avoir peur de ces situations. Donc je suis sûr et certain que les entreprises sauront sortir donc de cette crise gagnant et haut la main. Très bien, merci, Samad. Peut-être un dernier mot sur Oui, sur les outils pratiques. les outils pratiques. D'accord, donc pour résumer, nous avons 3 outils pratiques qui sont visibles ou bien libres d'accès sur l'espacefinance.org. Il y a un autodiagnostic qui est facile et simple sous format de 15 questions. On peut avoir accès à un avis sur notre situation. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'on a pris les bonnes mesures? Est-ce qu'on a comment? Et surtout, on va avoir certaines recommandations très pratiques qui pourraient nous orienter vers des solutions possibles. Deuxièmement, nous avons un outil de simulation de trésorerie qui va simuler les entrées et les sorties futures et qui va nous permettre de calculer notre cash flow, c'est-à-dire notre trésorerie disponible mois après mois, et ça va nous permettre de discuter avec et de convaincre notre banquier, et surtout, ça va nous permettre d'identifier ou bien d'anticiper les besoins de trésorerie. Et c'est ça très important, parce que généralement, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de ne pas accorder beaucoup de temps à la gestion de trésorerie, parce qu'ils sont pertinemment pris par la production, la livraison, la recherche de clients et tout ça, alors que la trésorerie, c'est la base de la gestion de l'entreprise, surtout petite entreprise. Et nous avons le troisième outil qui est le dossier, c'est-à-dire la demande de crédit. Et là, c'est un dossier, c'est un outil très intéressant qui nous permet de ne rien oublier donc dans notre préparation de cette demande de crédit, une sorte de checklist donc de l'ensemble des éléments que l'entrepreneur se doit non seulement de préparer, mais aussi de savoir expliquer, qui lui permettrait de bien communiquer et convaincre son banquier. Merci, Samad. Je pense qu'à ce stade, on peut prendre quelques questions.
Nous avons eu un certain nombre de questions posées par les participants. Alors, première question, comment jugez-vous la retenue à la source de 35% instituée sur les revenus de placement à terme? C'est une question très précise. Oui, Très pointue. je prendrai donc le soin de lui répondre. Au fait, si vous voulez, donc, mon avis personnel, je pense que cette retenue de 35%, elle est aberrante. Parce que réellement, le taux d'impôt sur les sociétés, il est de 20 ou de 25%. Et de 35%, le plafond donc, pour les institutions financières. Donc, c'est une sanction réellement de ceux qui ont un placement, mais les 35% concernent les placements dont la rémunération dépasse TMM moins 1, moins 1 point. Donc, ce sont ces placements-là qui font l'objet d'une retenue à la source au taux de 35% qui est libératoire. Moi, je pense sincèrement que ça va beaucoup plus déranger les organismes financiers, donc les banques, beaucoup plus que ceux qui placent leur argent. Parce que les banquiers, ils ont donc une circulaire de la Banque centrale qui exige qu'ils ne peuvent accorder ou emprunter de crédit que dans un ratio plafonné à 110% des dépôts dont ils disposent. Et ça va réduire énormément donc leurs dépôts et du coup, peut-être ça va affecter l'enveloppe donc dédiée aux entreprises sous forme de crédit, sous forme de financement de projets et des choses comme ça. Donc, moi, personnellement, les 35%, je pense, et il y a aussi beaucoup de gens qui parlent donc d'un texte non constitutionnel. Réellement, ça ne rentre pas dans la mesure donc, des dispositions Covid et peut-être il sera donc, il fera l'objet. Moi, je pense qu'il y a le premier parti de l'opposition, il a fait une opposition près du tribunal administratif et je ne pense pas que cet article-là donc survivra plus qu'un mois. Hein. Je ne pense pas. C'est une bonne prédiction. On en prend note, on vérifiera. Alors, moi, j'ai envie de poser une question en fait assez simple et pratique quand on se met dans la peau d'un entrepreneur. Parce qu'effectivement, bon, il y a des mesures, mais donc on a vu un peu leur mécanique, leurs détails, etc., les procédures qu'elles impliquent. Mais souvent, les banquiers paraissent inaccessibles, ne répondent pas au téléphone. Une fois qu'on arrive à établir un contact avec eux, les procédures durent une éternité. On a le temps de mourir 10 fois, pour parler familièrement. Donc, que faire alors que l'on est étranglé par la situation de trésorerie, par la crise, et qu'on a un banquier, ou plusieurs même, si on sollicite plusieurs banques, qui tarde à répondre et à réagir et à fournir la liquidité dont on a besoin en toute urgence. Oui. Que faire? Je pense. Oui. Oui, alors allez-y, l'un après l'autre. Oui, je prendrai la donc. Parole tous les deux. Réellement, il faut dire que les banquiers sont débordés donc, ces jours-ci parce que tout le monde tape à leur porte. Mais donc, il ne faut pas abandonner, il faut toujours les relancer donc, pour traiter le dossier. Il faut toujours donc, essayer de parler à la direction régionale pour stimuler le dossier. Tu vois, donc, on connaît les mécanismes chez nous. Donc, au niveau de l'agence, des fois, on est emporté par le quotidien et du coup, on ne traite pas donc, dans les délais les dossiers déposés par la clientèle. Je pense que donc, un coup de pouce de la direction régionale, si on connaît quelqu'un, restera toujours la bienvenue. Si on ne connaît personne, que fait-on? C'est pas évident. Non, jamais on n'ouvre pas de porte. Généralement, chez nous, on connaît toujours quelqu'un. Hein. Si on travaille avec une banque, on connaît quelqu'un. Moi, le conseil que je donnerais, c'est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire, c'est dans le même sens que notre préparation. Nous avons un diagnostic, nous connaissons notre situation, et plus on connaît nos points forts, plus ça nous permet d'aller parler avec notre banquier. Croyez-moi, quand vous avez une situation qui est bien claire, que vous pouvez expliquer avec des éléments et tout ça, le banquier, il est obligé et il va
pouvoir donc c'est-à-dire va répondre, il va prendre, parce que le problème, comment ça se passe? Décortiquons la situation. Nous avons un client entreprise qui va voir son banquier, il dépense d'une demande de crédit, quels sont les problèmes qu'il voit? Soit le banquier, il ne connaît pas, il n'approfondit pas cette connaissance de son client, donc à ce moment-là, puisqu'il n'a pas une bonne connaissance du dossier, qu'est-ce qu'il va? Il va le laisser parce qu'il ne peut pas prendre décision tout de suite, il ne peut pas même pas présenter son dossier à la direction parce qu'il est incomplet. Et, soit du côté du banquier, c'est lui qui n'a pas fait le travail nécessaire de bonne connaissance de ce client et de ses capacités, soit que le client, il a quand même amoindri cette préparation. Moi, je vais parler en deux temps. Il y a le temps de critiquer les banquiers et de dire voici la méthode, c'est-à-dire commerciale, comment ils doivent travailler. Ça, c'est un temps long. C'est-à-dire, on n'est pas dans cette situation. On peut changer les choses sur le long terme. Il y a d'autres méthodes. Il y a donc les associations patronales, les associations professionnelles qui représentent les entreprises, même les petites entreprises. Ils ont des espaces où ils peuvent changer les choses auprès de leurs banquiers, surtout de ces méthodes de connaissance, pour qu'il n'y ait plus cette communication croisée. Mais maintenant, on est du côté de l'entrepreneur qui est dans un temps court. Il a besoin d'une solution tout de suite. Et lui, il ne va pas attendre que le banquier change de manière de voir ou bien de faire. Donc, il doit s'inscrire dans cette situation, il doit prendre à bras le corps donc, le problème et il doit, comme j'ai dit, c'est très important, il ne faut pas négliger ce qu'on vient d'expliquer. Il faut vraiment bien diagnostiquer sa situation, la connaître, bien connaître ce qu'on veut. Un client, entrepreneur qui va aller chez son banquier et qui sait ce qu'il veut, c'est-à-dire quelle nature de crédit, et qui sait le prouver pourquoi, et qui a les justificatifs pourquoi, et qui fait montre, bien sûr, d'insistance auprès du banquier, que ce soit au niveau du chargé de clientèle, du chef d'agence, de l'agence, du siège. Ça, ce n'est pas le problème du client, c'est le problème de la banque. Mais le client doit faire montre de cette insistance. Croyez-moi, un client qui est préparé, il sera beaucoup plus rapidement servi qu'un client qui n'est pas préparé du tout et qui ne sait même pas quelle nature de prêt avoir. Parce qu'on sait pertinemment que la partie assistance, accompagnement, elle laisse à désirer un peu, et ça, c'est des sujets qu'on pourrait discuter par ailleurs. Très bien, donc moi je retiens deux choses en faisant la synthèse de vos deux réponses. J'aime bien les synthèses. La première, c'est que il faut être bien préparé, il faut avoir fait son travail pour être irréprochable, pour avoir les réponses aux questions que va poser le banquier. Mais ceci n'empêche qu'il faut aussi exercer un suivi rapproché, n'est-ce pas? Et pourquoi pas ne pas hésiter à escalader, que l'on connaisse ou pas d'ailleurs le niveau hiérarchique supérieur, faire un suivi de sa demande, être sûr que sa demande a été transmise, parce que des fois, dans les courroies de transmission, il y a des arrêts. Donc je pense que vos deux conseils sont je cautionne votre position. Très bien. Alors, moi, j'ai aussi une autre question par rapport à… On a vu qu'il y a des outils sur la plateforme qui peuvent faciliter la vie à l'entrepreneur, qui sont assez pédagogiques, et en y répondant, en les utilisant, on peut former les états financiers qui sont nécessaires, notamment le plan de trésorerie qui est nécessaire pour pouvoir argumenter. Et si on n'est pas un fan invétéré ou un champion des chiffres, parce que l'on est totalement spécialisé dans autre chose, quel conseil peut-on donner? Est-ce qu'on peut se faire aider? Comment ça peut se passer? Bien sûr, on peut se faire aider parce que les cabinets conseils, les comptables, les experts comptables, les cabinets de management et même l'environnement de l'entreprise, il y a même des associations patronales, professionnelles, donc des organismes publics, parapublics, d'autres organismes donc associatifs qui sont là pour effectivement aider l'entrepreneur. Seulement, il y a un problème d'information. Soit que l'entrepreneur ne connaît pas ces organismes, ne connaît pas ces structures d'accueil qui pourraient lui donner donc cet accompagnement,
L'entrepreneur, normalement, c'est à lui d'aller chercher de l'information. Il doit s'informer parce qu'il est obligé. Ce n'est pas parce que, par obligation, parce qu'il est obligé, c'est à lui d'aller chercher de l'information et de l'aide, du conseil et de l'assistance. Bien sûr, il doit y avoir des mécanismes pour ça, il y en a, mais l'entrepreneur, il est en situation donc d'aller chercher, et même, bien sûr, le banquier lui-même, il est son premier assistant. Donc, il y a quand même à faire. Et nous savons que les banques ne sont pas toujours promptes à encadrer leurs clients. Mais il faut nuancer. Il y a des banques qui le font, d'autres ne le font pas, des agences qui le font, d'autres agences qui ne le font pas, des chargés de clientèle qui le font, d'autres ne le font pas, des chefs d'agence qui le font, d'autres ne le font pas. Donc, il y a de tout. Donc, il faut nuancer quand même tous ces éléments-là. Alors, l'une des raisons peut-être pour lesquelles certains entrepreneurs sont réticents à recourir aux services d'experts, c'est le prix. Alors, je me tourne vers un représentant de la profession des experts comptables. Est-ce que vous Oui. êtes hors de prix? Est-ce que si on vient vous voir pour nous faire conseiller, ça va nous coûter plus cher que l'argent qu'on va finalement récolter? Je pose la Bon, pour question de toi, manière un peu provocante, mais c'est pour susciter votre réponse. On va te présenter sa facture tout de suite. Donc, pour toi, c'est gratuit, et pour ceux qui nous suivent aussi, mais normalement, il y a un barème. Donc, il y a un barème chez nous. Donc, il y a des propositions d'uniformiser donc, un barème sur ce genre de prestations. Il ne faut pas avoir peur, il faut négocier aussi. Donc, il y a des entreprises qui n'ont pas suffisamment d'argent et ils veulent se faire aider. Donc, ils peuvent encore négocier, mais il ne faut pas fuir et surtout, il ne faut pas recourir à des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine parce que réellement, si tu déposes un mauvais dossier, c'est une mauvaise impression auprès de ton banquier que tu vas gagner et donc se rattraper, ça va être très, très difficile. Donc, il ne faut pas faire un faux pas, il faut traiter les choses correctement dès le début pour gagner la confiance de votre banquier, tout simplement. Hein. Très bien, merci pour ces conseils avisés. Alors, nous arrivons tout doucement vers la fin de ce webinaire. Peut-être que je vais faire un petit rappel aux participants au sujet de la plateforme et je vais revenir vers vous pour vous donner la parole pour un dernier mot. Alors, le rappel que je voulais faire, concerne l'espacefinance.org qui est dans l'adresse affiche à l'écran. Les enregistrements des précédents webinaires sont aussi sur YouTube, sur l'adresse que vous voyez à l'écran. Et puis, il y a aussi une page Facebook qui est consultable selon le lien à l'écran et LinkedIn. Donc, Facebook, Espace Finance Entrepreneur Entreprise. Et puis LinkedIn, Espace Finance Entrepreneur Entreprise aussi. Voilà, donc vous trouverez les outils dont on vous a parlé, à savoir le plan de trésorerie, le diagnostic et la simulation de demande de prêt sur espacefinance.org et vous pouvez accéder à un tas d'informations sur les pages Facebook, LinkedIn et revoir les webinaires sur YouTube. Voilà. Alors, avant de clore ce débat, j'ai comme l'impression que nous avons une question. Non, ce n'est pas une question, c'était un commentaire et une personne qui nous remercie pour ce webinaire. Nous la remercions aussi. Je vais peut-être donner un dernier mot à Simi Houb et à Sept Samad pour un conseil que vous pourriez donner aux entrepreneurs voilà, en guise de conclusion. Alors, pour ma part, 3 éléments importants. Il faut que l'entrepreneur en cette période, il faut qu'il soit informé. Donc, il doit chercher l'information là où elle est. Les canaux d'information sont connus, donc il faut aller la chercher. C'est très important, il se doit d'être informé de tout. Deuxièmement, il faut se préparer parce que le banquier ou bien n'importe, même par exemple une administration ou bien un organisme qui va pouvoir vous aider, la moindre des choses, quand il vous pose des questions, il faut avoir des réponses. Et des réponses prouvées, justificatives, donc à l'appui. Et savoir expliquer toute sa situation de manière claire et surtout, qu'est-ce qu'on compte faire par la suite. Parce que celui qui sait dire ce qu'il va faire et comment
il compte sortir de cette crise et on va beaucoup lui faire confiance qu'un autre qui ne sait pas comment effectivement aborder la prochaine période. Et troisièmement, ça c'est un conseil de gestion très pratique, il faut donner toute son importance à la trésorerie. C'est-à-dire gérer sa trésorerie, garder au maximum sa trésorerie, ses flux de cash, reporter ce qui n'est pas urgent, essayer de recouvrer, prévenir ses besoins bien à l'avance, anticiper ses besoins. Et ça, c'est très important parce que plus on anticipe, plus on se garde de temps de gérer son affaire et aller de l'avant. Merci, Serge Samad. Simiho, un dernier conseil à nos amis entrepreneurs? Merci. En fait, Saad Samad ne m'a pas laissé grand-chose à dire, mais quand même, je vais donner un conseil qui est d'ordre général et qui pourrait aider donc, tous ceux qui sont dans le monde des affaires pour pouvoir avancer. En fait, il y a 3 règles fondamentales qu'il faut donc suivre. La première, c'est observer. Donc, il faut observer la situation. Il faut réfléchir, donc, la deuxième chose. Et la troisième chose, il faut agir. Donc, si vous ne prenez pas de décision au moment requis, la non-prise de décision est une décision très, très, très dangereuse pour l'entreprise. Parce que ne pas prendre de décision, c'est une décision aussi. Donc, il faut observer, réfléchir, puis agir donc, pour pouvoir surmonter cette crise. Je souhaite bonne chance à toutes nos entreprises donc, pour dépasser ce cap et pour tout le monde, bien entendu, dans le cadre de cette crise mondiale. Eh bien, merci pour cette sagesse partagée. Je remercie tous les participants. Nous arrivons au terme de ce débat, de ce webinaire. Et puis, nous aurons peut-être bientôt l'occasion de revenir. En tout cas, d'ici là, que tout le monde se porte bien. Et merci encore aux intervenants. Merci. Merci Hicham, merci Méo. Merci à vous.